Bonsoir tout le monde. Alors, ceci est le replay du live que nous faisons avec Steven Surina. Nous sommes le 11 mars 2025. Normalement, ce live devrait être plus long, mais on a eu un crash et donc malheureusement, on a perdu le début où justement tu nous parlais de ton parcours. Donc ça restera avec les 20 personnes qui étaient présentes durant cette émission. Maintenant, on va malgré tout aborder trois thématiques. Une sur les interactions avec les requins, avec notamment une vidéo où tu vas nous expliquer comment ça se passe. Ensuite, tu vas nous parler de ton interaction, peut-être l'une des plus marquantes, en tout cas moi celle que je voulais le plus connaître, avec notamment un grand blanc. Et on finira tranquillement sur le requin renard cher à Sekiro, parce qu'on parlera un petit peu d'une destination dont tu souhaiterais faire la promotion. Euh, donc maintenant, pour YouTube, ceci va être une petite séquence où on va voir ensemble l'interaction avec un requin Longimanus, pardon, et on va voir comment est-ce que on crée ce qui aurait pu être juste une petite rencontre courte ou un regard perdu avec un requin qui passe. Comment on transforme ça en une belle interaction où on va pouvoir vraiment créer peut-être un lien avec cet animal, passer du temps avec et pouvoir le voir et le découvrir de la meilleure des façons. Donc est-ce que tu peux nous recontextualiser cette interaction et je vais l'ouvrir avec VLC cette fois? Alors, je suis sur la troisième plongée de la journée à Small Brothers. On est au mois d'octobre 2018. Donc, je me mets à l'eau. En fait, c'est surprenant parce que quand on se met à l'eau en Égypte, et notamment pendant la haute saison des requins océaniques, donc des Longimanus, on fait super attention à la mise à l'eau parce que des fois, on peut sauter sur un requin. Et là, en l'occurrence, il y a un requin qui passe. Mon staff égyptien me le prévient, donc ils disent fais attention, il y a un requin qui est juste là, il saute pas dessus. Et le temps de me mettre à l'eau, donc en immersion négative, donc flottabilité négative, le temps de sortir de mes bulles, je vois ce requin qui est vraiment à moins d'un mètre de mon visage et qui me regarde sans avancer. Donc je me dis, ok, donc que me veut cette petite femelle? Donc je regarde tout de suite parce que j'ai les yeux qui doivent déterminer si c'est un mâle ou une femelle. Pourquoi? Parce que les requins mâles sont beaucoup plus nerveux et stressés que les femelles. Les femelles sont beaucoup plus calmes. Et là, en l'occurrence, je vois que c'est une petite femelle avec la nageoire pectorale gauche complètement tournée sur elle-même. Et je la connais en fait, parce que cette femelle-là, je l'ai déjà vue au mois d'août à Elphinstone, donc je suis super content de la voir sur un autre site de plongée, ça me permet de savoir qu'elle se déplace. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les autres plongeurs vont commencer à se mettre à l'eau, donc moi je vais m'étirer un petit peu, je vais partir un petit peu loin sous le bateau, je vais Donc commencer à craquer ma petite bouteille en plastique. c'est cette nageoire-là qui te permet de l'identifier. Ouais, exactement, elle a une nageoire pectorale gauche complètement roulée sur elle-même, probablement en accident quand elle était petite et quand son cartilage n'était pas encore complètement solidifié. Et du coup, elle vient et elle commence à nager tout tranquillement entre les plongeurs dans le groupe de la palanquée. Et moi, je décide de m'écarter un petit peu pour que tout le monde puisse commencer à se mettre à l'eau sans lui sauter dessus. Et donc, en craquant ma bouteille, j'imite en fait le bruit d'un os qui est en train d'être mâché par un prédateur, ce qui a pour intérêt de stimuler le requin. Et là, en l'occurrence, pendant cette session-là, elle va venir, elle va tourner dans tous les sens, extrêmement attirée par ce bruit-là, et elle va pas capter le subterfuge. En fait, la plupart du temps, sur les autres Longimanus, au bout de 3 ou 4 fois, les animaux partent parce qu'ils comprennent qu'il n'y a vraiment rien à manger, et elle va carrément venir même jusqu'au toucher pour voir un petit peu quelle est cette espèce de d'objet non identifié qui reproduit le bruit de ce qu'elle a l'habitude de manger. Donc, les premières choses que j'observe dans son comportement, ce qui me permet de pouvoir continuer, c'est sa vitesse. Parce qu'un requin doit aller vite pour deux raisons. Soit fuir, soit chasser. Donc là, en l'occurrence, elle est calme. Donc je constate que je peux continuer à interagir avec elle. J'ai aucun signe de langage corporel défaillant qui m'annoncerait que le requin va commencer à s'exciter. J'ai pas du tout le roulement des yeux qui m'indique que le requin va ouvrir la mâchoire ou va venir au contact. J'ai pas du tout de rabaissement de nageoire pectorale qui indique qu'elle va commencer à prendre de la vitesse ou à s'exciter. J'ai pas de gaping, donc ouverture de mâchoire ou des craquements de branchies qui indiquent que l'animal est nerveux. J'ai toutes les conditions qui sont réunies pour que le requin soit vraiment complètement dans la plénitude totale de l'interaction et tourne avec moi. Et ça a duré presque 25 minutes. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'en fait, sur ce type d'interaction qu'on a avec les longis, c'est que très rapidement, ils doivent définir s'ils sont enfin s'ils sont les dominants ou les dominés de l'interaction. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas du tout de statu quo entre cette femelle qui cherche à assouvir sa dominance sur moi, et moi, en aucun cas, dans mon comportement et dans mon attitude, je cherche à devenir dominant sur le requin. Donc, on est dans un état d'observation et de quiétude totale qui me permet de pouvoir faire vivre ça à toutes les personnes qui m'entourent, parce qu'ensuite,
À partir du moment où j'ai eu ma session avec elle et que je me suis rendu compte qu'elle était cool, je suis revenu au milieu des groupes de plongeurs, j'ai gratté la bouteille et les requins, la femelle est carrément venue au contact des autres personnes pour qu'ils puissent vivre exactement la même chose que moi. Et ça, c'est des moments qu'il faut montrer sur les longimanus parce que c'est des requins qui ont malheureusement une mauvaise réputation. Tout le monde stresse, tout le monde a peur de ces animaux-là pour des raisons qui sont aussi justes. Hein. Je veux dire, c'est des requins qui ont déjà mordu et tué des êtres humains dans des contextes différents, bien entendu. C'est jamais arrivé en plongée sous-marine. Enfin, si c'est arrivé en plongée sous-marine, malheureusement. Mais très rarement au vu de la quantité d'interactions qu'il y a. C'est des requins qui sont quand même assez têtus. Et montrer une scène comme celle-ci d'une interaction pure, simple, basée sur la curiosité entre un être humain, donc un protagoniste X, hein, parce que le requin ne sait pas qu'un humain est un humain. Hein. Et d'ailleurs, le requin n'a aucune notion, n'a aucune conscience de lui-même, donc il ne sait même pas que lui-même est aussi requin. C'est juste de la curiosité passive entre deux animaux qui cherchent à se comprendre. Et je pense que des images comme ça de Longimanus, il faudrait en montrer un petit peu plus souvent pour éviter de faire stresser les plongeurs qui se rendent en Égypte et qui ont peur de la rencontre. Bah, maintenant que tu le Alors, dis, est-ce que je peux dé- moi je le confesse que c'est effectivement, alors c'est pas, moi j'ai pas de peur avec les requins, mais ça aurait été une situation un petit peu plus stressante pour moi d'avoir un Longimanus, parce que j'ai déjà eu des requins qui viennent au contact par curiosité, comme le requin taupe commun en Bretagne, qui est aussi un beau bébé, parce qu'on avait une grosse femelle de 2 mètres qui venait nous toucher. Mais, mais le Longimanus, j'aurais été un peu plus inquiet. Mais en l'occurrence, là, il y a eu une construction avec l'interaction qui a permis d'avoir une belle interaction. C'est parce que tu as pu identifier tous les signes. Est-ce que c'est toi au niveau de ton comportement avant ou le fait que tu identifies les signes, que tu sois très relâché, très relax, qui permet au requin lui aussi d'être comme ça un petit peu en miroir? Bah, et voilà, comme tu le dis, très justement, il y a un effet miroir avec les requins. Si tu es détendu, le requin l'est aussi. Si tu es stressé, le requin l'est également. Donc, vraisemblablement, si tu es stressé dans ta tête, le requin va l'être aussi. Et par contre, ça m'arrive des fois d'être dans l'eau hyper stressé parce que j'accompagne des plongeurs qui sont pas bons ou qui n'ont pas les bons codes de conduite. Et chaque interaction va être différente parce qu'on peut jamais avoir le même état d'esprit dans lequel on s'immerge dans l'eau avec un animal, que ce soit la veille, le lendemain, la semaine d'après, c'est toujours différent dans la tête du plongeur. Et ça, c'était quelque chose dont je m'étais rendu compte lorsque je travaillais à Freeport aux Bahamas. Je faisais de l'immobilité tonique avec ma combinaison en côte de maille. J'observais les mêmes requins. Et pour autant, j'avais pas du tout les mêmes rendus d'interaction d'une plongée à une autre parce que bah, j'étais moi-même pas dans le même état d'esprit en me mettant à l'eau en fait. Alors Hmm. apparemment, il y a une panne du son. Il y a le son qui marche pas. Bah, moi, le son, j'ai tous les voyants qui sont bons, les miens et le tien. Ouais, On fait un Non, le son est bon, je pense. Donc, tu peux d'accord. juste nous rappeler en bullet point les points à voir sur le requin qui te permettent de savoir que l'interaction est bonne. Alors il y a la vitesse, premier point, élément déclencheur, la vitesse c'est le numéro un. Ensuite, il y a la profondeur d'évolution. La profondeur d'évolution, si le requin nage en dessous, il observe. S'il nage à notre niveau, il interagit. S'il nage au-dessus de nous, il domine ou il est ignorant. Après, il y a l'environnement. L'environnement, c'est le point numéro 3. Il faut que le requin ait suffisamment d'espace pour pouvoir évoluer à sa guise parce que les requins ne peuvent pas reculer. Ils nagent de manière linéaire, mais ils ne peuvent pas faire marche arrière. Donc, il faut leur laisser suffisamment d'espace pour qu'ils ne se retrouvent pas bloqués dans une zone qui soit créée par des plongeurs ou par le relief environnant et qui puissent donc pouvoir évoluer à leur guise sans trop de problème. Après, on peut observer le langage corporel si le requin se rapproche un petit peu plus près de nous. Ça donne déjà quelques indications. Là, c'est 4 ou 5 repères pour savoir exactement dans quelle situation on se retrouve sous l'eau avec un requin. Et là, dans cette interaction, de mon point de vue, toi, tu es aussi acteur directement avec la petite bouteille que tu fais craquer et indirectement avec ton langage corporel. Est-ce que tu peux aussi nous en parler un Exactement. petit peu plus à nouveau, donc dans ton corps, dans ta position? Est-ce qu'il y a des choses que tu dois mettre en place? Et après, on parlera de la bouteille. Alors moi, en tant que plongeur, si je veux paraître neutre de la part pour un requin, il faut que je me tienne à la verticale. Ça, c'est quelque chose D'accord. de très important. Neutre, c'est La vertical. façon dont va se positionner, ouais, la façon dont va se positionner le plongeur sous l'eau va envoyer un message différent au requin. Et ça va dépendre des espèces. On prend des espèces de requins récifales.
qui sont habitués à évoluer autour de patates, de récifs, de pentes coralliennes, de plateaux, de tombants, etc. Il va falloir plutôt se mettre à genoux avec ces animaux-là, voire même carrément allongés. Alors que quand on travaille avec des espèces de requins pélagiques, il vaut mieux se retrouver vertical en pleine eau, de façon à ce que le requin puisse nous assimiler comme quelque chose de droit. Et le souci, c'est que dans 99% du temps, les poissons nagent à l'horizontale, d'accord. Et quand le requin va voir quelque chose qui nage à la verticale, ça va un petit peu le surprendre parce qu'il n'est pas habitué à ça. Alors on va dire l'hippocampe et le régalec, le poisson rasoir se déplace à la verticale, mais c'est beaucoup trop rare comme interaction pour les requins. Donc se mettre à la verticale dans le bleu envoie un message de je ne suis pas un des animaux que tu as l'habitude d'observer. Donc méfiance. Le requin va faire attention. À côté, il va se dire bon, je dois faire attention, mais parce que je suis curieux, je vais quand même m'en approcher parce que j'ai besoin de savoir à quoi correspond cet animal. Et il va venir et il va commencer à tourner autour. Et là, on va pouvoir entrer dans la deuxième phase de l'interaction. Donc, à jauger le requin dans son attitude. Nous, avec les plongeurs, il ne faut pas non plus hyperventiler, ça c'est hyper important. L'hyperventilation, c'est capté par les requins parce qu'ils sont capables de détecter les pulsations cardiaques sous l'eau, ainsi que le stress corporel du plongeur. Donc, il va falloir essayer d'être le plus calme possible. Là, en l'occurrence, sur cette vidéo, je suis seul, mais dans un idéal parfait, il faudrait être un minimum par deux, parce que c'est beaucoup plus difficile pour un requin de s'approcher de deux individus que de s'approcher que d'un seul. Donc, mettre toutes les cartes de son côté aussi, hein, éviter de trop s'agiter, pas trop bouger dans tous les sens, et surtout, le point le plus important, ne surtout pas reculer. Parce que si on se comporte comme une proie, le requin va avoir le message, voici ma proie, moi je suis le prédateur, du coup je réagis comme le prédateur. Il faut que dans toute l'interaction, le requin nous perçoive comme quelque chose de neutre. Il ne faut pas qu'on rentre. Un requin, c'est binaire, c'est on ou c'est off. Donc la plupart du temps, on les observe en mode off, et à partir du moment où on les actionne en mode on, il faut être capable de pouvoir désamorcer l'interaction. Le problème, c'est que désamorcer une interaction du comportement d'un requin qu'on est incapable de désamorcer, ça entraîne des interactions négatives. Donc, dans cette optique-là, pour éviter de se retrouver à être obligé de désamorcer des interactions négatives, il ne faut pas activer le requin. Donc, pour ne pas activer le requin, il faut rester le plus neutre possible. Ne pas ressembler à de la nourriture, ne pas réagir comme de la nourriture. Et c'est vraiment les deux points qui sont les plus importants à noter, toute espèce de requin confondu, même les petites espèces de requins. Ceci étant, c'est ce qu'on voit dans ces images-là. Lorsque l'on met la bonne approche en place, ce requin qui a mauvaise réputation, finalement, bah, on va passer un bon moment. Est-ce que c'est une Ça question. peut être un très beau cadeau, ouais. Mhm. C'est une question que Jacques avait posée. Est-ce que s'il y a des mauvaises interactions, enfin un mauvais langage corporel ou de la part du requin ou des plongeurs, est-ce que tu peux écourter des plongées? Est-ce que c'est des choses qui arrivent ou comment est-ce que toi, en tant qu'encadrant et que formateur, tu gères ça? Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de devoir écourter des plongées. La façon dont on procède, alors je suis jamais seul dans l'eau pour travailler avec les requins, je travaille toujours avec minimum un autre moniteur. Il y en a un qui va s'occuper de l'animal en question qui a commencé à s'énerver un petit peu, et l'autre qui s'occupe des plongeurs et qui les ramène dans une zone de sécurité. Là, en l'occurrence, quand on travaille avec des longimanus, la zone de sécurité c'est sous le bateau. Le problème, c'est que le requin océanique vient nager sous le bateau et à très faible profondeur, donc la plupart du temps, des fois, ce qu'on fait, c'est qu'on ramène tout le monde sur le récif. On attend que le requin fasse son tour et disparaît. Après, dans d'autres cas de figure, ça m'arrive aussi de faire remonter des palanquées complètes parce que le requin n'a pas le comportement approprié, les plongeurs non plus. Donc pour éviter une confrontation de dominant sur dominé ou de domination du requin sur le plongeur, on préfère amener les plongeurs dans un autre endroit pour éviter qu'il y ait ce type de problème. Et pour finir cette interaction, moi, il y a un point que j'aimerais quand même relever, et on va le développer ensuite dans ce live. Euh, Là, c'est toi aussi qui joues en interaction parce que tu as une bouteille, mais Mhm. moi, de mon point de vue, je déconseille à des gens qui n'ont pas d'expérience de s'amuser à faire ça euh, trop tôt. Enfin, je pense que tu vas être d'accord avec moi là-dessus. Ça reste quand même Tout à des fait. animaux avec lesquels il faut avoir une certaine expérience pour avoir des interactions. Toi, tu as plusieurs milliers de plongées avec des requins avant de t'amuser à les attirer avec une. Parce que, alors, en Australie, on se faisait des blagues entre collègues, on se cachait des bouteilles en plastique dans les gilets stabilisateurs. C'est très rigolo jusqu'au jour où il y a un gros requin qui vient et t'avais pas prévu. Mais toi, c'est quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses de cette bouteille?
Faut savoir l'utiliser correctement et arrêter de l'utiliser au bon moment aussi. C'est surtout ça qui est important à retenir. Ça reste du feeding sonore. C'est de l'attraction artificielle, sans appât, mais en reproduisant le bruit d'un poisson qui est en train de se faire manger. Donc par défaut, on change drastiquement le comportement du requin parce que si la bouteille n'avait pas été là, le requin n'aurait pas eu cette attitude vis-à-vis du plongeur qui la manipule. Donc il est Donc curieux. à utiliser à bon escient, dans les bonnes situations, dans les bonnes conditions, avec le bon plongeur, et surtout avoir la capacité de pouvoir désamorcer l'interaction s'il y a quelque chose qui est en train de se produire sous l'eau, qui peut être un petit peu borderline. Ok. Bon. Est-ce que vous avez des questions dans le chat par rapport à ça? Par rapport à cette Alors il y avait des questions interaction-là? sur les poissons, c'est un rémora. Mhm. Donc c'est un Remora. Et toi, celui-là, tu l'as vu dans les Elphinstone. Donc l'Elphinstone, c'est une des croisières, c'est la croisière BDE qu'on fait c'est au centre de la mer Rouge à peu près, je crois. Ouais, c'est ça, c'était sur Small Brothers, ça, cette femelle-là, C'est le c'était pas Brother. Elphinstone. Je l'avais Ok. vu à Elphinstone au mois de août ou au mois de juillet, et je l'ai revu au Brothers après au mois d'octobre. On fait un petit tour des questions. Donc dans la suite, maintenant, j'aimerais que tu nous donnes un petit peu. Alors, on va clôturer cette petite capsule vidéo. Il y aura la suite du replay qui sera sur Discord. Et on va maintenant parler des interactions qu'on peut voir avec les requins, notamment sur les réseaux sociaux. Et après, bah, d'une interaction que tu as eue toi-même bah, avec un grand requin blanc qui est formidable. Mais ah, attends, si, pardon, il y avait des questions. Boubout, il avait reconnu la femelle parce que regarde là sur l'écran, hop, elle a la nageoire gauche. Non, la nageoire ici qui était, ouais, nom de Zeus, qui était tordue. Excusez-moi. Est-ce que vous avez d'autres Alors, il y en a questions, les plusieurs, hein, amis? des requins qu'on a nageoire pectorale de tordu, mais celle-ci, elle était vraiment, vraiment tordue. Et on l'a vu pendant la saison 2018, cette femelle requin bulldog, cette femelle requin. Super, j'attends juste quelques secondes. Faites des questions. J'avais ouvert plein de pages YouTube pour pouvoir vous les montrer. Et vu que l'ordinateur a planté, il faut que je les rouvre. Je voudrais te lancer maintenant pour rester sur les interactions avec nos amis les requins. Et si tu vois des questions, tu y réponds pendant que je cherche la chaîne YouTube. Mais pour te relancer sur les interactions avec les requins, qu'est-ce que tu penses de ce qui se fait aujourd'hui en termes d'interaction et de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux? Parce que moi, ce qui me perturbe parfois, c'est que tu l'as bien dit, le requin, c'est un petit peu, c'est on-off et il faut être capable de le lire et de le comprendre pour faire des belles interactions. Mais on voit parfois un peu tout et n'importe quoi sur Internet, sur les requins. Et je vais justement lancer une vidéo d'Ocean Ramsey. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi Alors, je pense que aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un outil formidable de communication, au travers duquel on voit quand même passer pas mal de bêtises, et notamment beaucoup de- d'autoproclamés spécialistes qui, au travers de quelques vidéos, peuvent pas forcément transmettre le bon message. Parce que il y a à la fois les vrais spécialistes qui sont très bons dans leur milieu, mais qui vont montrer des choses un petit peu extrêmes, qui vont permettre, qui vont finalement faire croire à tout le monde que ce qui est fait est accessible à tous, alors qu'en réalité ça ne l'est pas. Et puis il y a aussi ceux qui utilisent les réseaux sociaux comme des outils comme ce que fait Ocean Ramsey là maintenant, de promotion de son activité en fait. Et ça, il faut vraiment se méfier de ce qu'on voit à la télévision parce que, comme je vous l'expliquais, la plongée, c'est pas avec les requins, c'est pas une activité innée. Ça s'apprend et de préférence avec des guides expérimentés. Donc là, on voit Ocean Ramsey, à qui on avait dit d'ailleurs, parce que j'ai toute l'histoire de ce tournage en fait, à qui on avait dit de ne pas s'accrocher à l'aileron de requin, et finalement a fini par le faire. Les images, elle n'aurait jamais dû les diffuser, elle les a diffusées parce que ça lui a fait bonne presse. La Belle et la Bête, bien sûr. Alors après, on n'a pas meilleur ambassadeur que Ocean Ramsey avec ses millions de followers pour parler des requins d'une certaine manière. Donc heureusement qu'elle est là dans un sens, mais dans l'autre, elle prodigue pas forcément les meilleurs conseils dans lesquels elle dit voilà, vous êtes face à un requin tigre, allez mettre votre main sur le nez du requin tigre. Ça ne marche pas. Un spécialiste peut le faire. Mais en l'occurrence, un débutant ne pourra pas aller s'accrocher à l'aileron d'un grand serpent. Un débutant n'aura pas
forcément les bons gestes d'approche face à un requin-tigre qui vient face à lui. Un requin-tigre, quand vous lui touchez le museau, il a un réflexe, c'est ouvrir la gueule. Donc vous vous retrouvez avec Ocean Ramsey qui vous dit touchez un requin-tigre pour le mettre à distance. Vous mettez votre main sur la bouche du requin-tigre, ça ne l'explique pas. Il ouvre la gueule, vous vous retrouvez comme un idiot à pas savoir quoi faire. Donc à prendre vraiment avec des pincettes. Et surtout, n'oubliez pas vos limites. C'est ce qu'il y a de plus important. Vous pouvez voir vraiment tout et n'importe quoi aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et moi, je me bats contre ça. Parce que il y a vraiment des gens qui font un peu n'importe quoi et on se retrouve avec des dérives qui pourraient largement être évitées, euh, mais enfin, je vais pas les citer, mais il y a certaines personnes qui ont pu faire croire à certains internautes qu'il était possible d'aller voir des requins dans telle et telle condition. Les internautes ont pris le conseil, ils y sont allés, puis ils ont été perdus en mer pendant 3 jours. En Bretagne, c'était des gens qui voulaient aller voir les requins taupes. J'ai rien dit, moi. J'ai pas dit où c'était. Non, 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 bien sûr, mais j'ai suivi une petite histoire comme ça qui s'est mal passée. Sache que justement, moi j'avais voulu faire les choses bien avec. Non, non, toi, elle est très bien ta vidéo, y a rien à dire. Bah alors, elle est très bien aussi grâce à Des requins et des hommes, parce qu'il y avait quand même un chapitre sur comment attirer un requin. Et ouais, Non, mais c'était très bien, elle était très bien cette petite vidéo, ça vient pas de toi, t'inquiète pas. euh, C'est pas des vrais Bretons. ouais, enfin les vrais Bretons. Tu savais qu'il y avait un vrai Breton qui avait fait un massage cardiaque à un bateau pneumatique. Donc ça c'est les vrais Bretons, les amis. Ok, pour Ocean Ramsey, je trouve ça intéressant. Juste rester un tout petit peu sur ça, parce que ça m'intéresse normalement, cette image a fait le tour de la Terre. Est-ce que tu sais pourquoi il avait dit de pas la toucher ou euh, En fait, elle est sur un bateau qui s'appelle le Seascape, et elle était encadrée par la même équipe de Sud-Africains qui m'ont encadré quand j'ai fait mes plongées hors cage avec les Grands Blancs. Il y on va avait en le parler de ça. patron, il y avait le patron mexicain qui était sur le bateau et qui lui a dit écoute les images, tu les fais et tu les gardes pour toi parce qu'en fait c'était interdit, ils n'avaient pas le droit de sortir des cages à ce moment-là. Et le problème c'est que si il y avait eu enquête à la fin de ces images, le bateau mexicain aurait perdu sa licence d'exploitation sur Guadeloupe. Donc ils avaient dit tu peux sortir des cages, tu fais ce que tu veux, mais par contre tu ne divulgues pas les images sur internet, ce qu'elle n'a pas fait. Hmm. Donc voilà, donc le bateau mexicain a failli perdre sa licence à cause de ça. Bon, de toute façon, maintenant, il y en a Bon, en aucun qui a le l'occurrence, droit d'y lorsque je aller. l'ai fait, on avait les permis. Donc, Oui, c'est ce qu'on va voir ensuite. Euh, quand ça t'est arrivé à toi, c'était différent. Mais donc maintenant à Guadeloupe, si je me souviens bien, on ne peut plus y aller d'ailleurs pour ce genre d'interaction. ouais, tout à fait. Le parc est pour l'instant fermé pour diverses raisons. Alors la première, c'est que le repreneur, le nouveau directeur, cherche à mettre en place un petit peu plus de protocoles de préservation des requins pour éviter les dérives qu'on a pu avoir dans les épisodes de la Shark Week Bah, c'est vrai avec qu'il y a eu Discovery des. Channel qui faisait faire un peu n'importe quoi. Il y a 2 requins blancs qui ont fini dans des cages, dont un qui est mort. Ouais, Quand j'avais même, vu les c'était, images qui étaient c'est terribles. complètement décapité la tête, c'était terrible. Et il semblerait qu'il y ait un cartel mexicain qui s'est installé dans le village de pêcheurs qui est au sud-ouest de l'île et qui bloquerait l'accès maintenant aux activités commerciales écotouristiques, donc qui ferme dorénavant tout accès à l'île. Donc il y aurait ces 3 raisons qui pourraient expliquer pourquoi est-ce qu'on peut plus aller sur Guadeloupe actuellement. Ah, c'est pittoresque ça, les requins qui sont pris en otage par des narcos. Ouais. Avant qu'on close ce petit chapitre sur les requins et les réseaux sociaux, est-ce que vous, dans le chat, vous avez des questions relatives à ça? Et nous, ça va nous permettre d'aborder une thématique qui est très chère à mon cœur, qui est celle, bah, justement, c'est un rêve de gosse, d'aussi loin. Je me souviens exactement du moment où je me suis dit que je voulais faire ça. C'était dans un documentaire d'Ushuaïa, où ils sont sortis, c'était en Afrique du Sud, où ils sont sortis justement de la cage pour filmer un grand requin blanc. Toi, c'est quelque chose que tu as pu faire. Alors, on va en parler, mais juste, on fait un petit tour. Est-ce que vous avez des questions, les amis, sur les interactions, sur les réseaux sociaux?
Ah, sur la catatonie, oui. Tu fais de la catatonie, ça c'est aussi quelque chose qu'on pourrait montrer. Il y a récemment eu un documentaire sur France 3 que j'avais partagé qui parlait de ça notamment. Est-ce que tu pourrais nous en parler un tout petit peu? Alors, l'immobilité tonique, il y a deux types d'immobilité tonique. Vous avez la relaxation tonique, qui est donc la stimulation des ampoules de Lorenzini. En fait, les ampoules de Lorenzini, ce sont des pores qu'on retrouve sur le museau Tu, des requins, qui tu sont as une extrêmement vidéo de sensibles et qui leur ça que je permettent. peux montrer sur YouTube? Est-ce qu'il y a des vidéos de ça? Il y a peut-être des photos sur mon site internet dans l'équipe. Site Je montre internet. justement les deux. Ok, Le laisse-moi un site internet de instant. Shark Education dans équipe, Ok, il pendant que... il y a quelque chose qui en parle. Ok, Donc en fait, c'est la stimulation des ampoules de Lorenzini par le magnétisme de la combinaison en titane qu'on porte. Alors voilà, il faut faire basculer les images. Non, il faut que tu restes en haut. pardon. Voilà, et il faut faire défiler le. Voilà, alors non, c'est pas ici. C'est pas ici non plus, c'est la prochaine. Voilà, Voilà. ça c'est de l'immobilité. Ça c'est de la relaxation tonique, celle où je suis en combinaison code de masse. Ça c'est de l'immobilité tonique. Alors l'immobilité tonique, c'est lorsqu'on retourne le requin. Chez les femelles, ça ne fonctionne que chez les femelles, ça ne fonctionne pas chez les mâles. Et c'est en fait la technique utilisée par les mâles pour saillir les femelles quand ils veulent s'accoupler. Pourquoi? Parce que imaginez deux animaux en train de nager de manière sinueuse, sachant que la reproduction chez les requins est interne, elle n'est pas externe comme chez les autres poissons. Le mâle doit introduire son ptérygopode, qui est donc son organe sexuel, dans le cloaque de la femelle. Et pour ce faire, deux animaux qui nagent en fait de manière sinueuse vont ne pas avoir la possibilité de le faire. Donc le mâle va mordre la femelle au niveau de sa première nageoire pectorale et au niveau des branchies. Il va la retourner sur le dos. Et une fois que la femelle est sur le dos, elle cesse de bouger. Et là, le mâle va pouvoir faire sa petite affaire et utiliser un de ses deux ptérygopodes pour pouvoir s'accoupler avec la femelle. Ça, c'est lié à l'oreille interne. Pour pouvoir le faire, il suffit juste de faire basculer un requin sur un axe supérieur à 70 degrés et il tombe lui-même en état de léthargie. C'est ce qui explique l'état d'immobilité tonique. Vous pouvez le faire sur n'importe quel petit requin. Vous l'attrapez, vous lui retournez la nageoire caudale, vous le mettez sur le dos, il arrête de bouger. Par contre, l'état d'immobilité, de relaxation tonique, donc sur la photo qui vient d'être mise où je suis en combinaison en côte de maille, c'est ni plus ni moins que le réflexe de c'est un surplus de sérotonine envoyé au cerveau de l'animal par stimulation des ampoules de Lorenzini avec une matière magnétique comme le titane de la combinaison que je porte. Et ça met le requin en état de relaxation. Alors, ça n'a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt à mettre les animaux dans cet état-là. C'est que pour montrer la fragilité, la sensibilité de leurs ampoules de Lorenzini, vous pouvez les maintenir dans un état comme celui-ci pendant à peu près une vingtaine de minutes. Toutes les fonctions vitales continuent de Une fonctionner. Donc, vous avez les vingtaine de branchies qui minutes? continuent à pomper. Tout à fait, ouais, exactement. Et l'état d'immobilité tonique, donc celui qui est juste au-dessus, on peut les conserver comme ça pendant presque 10 minutes. Si on les conserve trop longtemps en état de relaxation tonique, après, le problème c'est que les branchies pompent plus suffisamment d'oxygène pour l'amener au cerveau et le requin fait un coma. Que les femelles du coup sur l'immobilité, ouais. Sur l'immobilité et la relaxation tonique. Alors là, sur le requin tigre, c'est juste du contact. Parce que j'ai pas de gants justement. Et en plus, le museau d'un requin tigre est suffisamment large. Enfin, c'est très difficile, il faut que je bouge vraiment mes mains dans tous les sens pour essayer de le stimuler. Donc c'est impossible à faire sur un requin tigre. C'est trop compliqué. Et il y a un autre point dont tu me parlais en ce qui concernait la catatonie. Il est lourd. Et tu peux pas porter non plus n'importe quel Ouais, requin. c'est extrêmement lourd, ouais. Tout à fait. Bah, un requin bordé, comme sur la photo qui est mise un petit peu plus haut, comme sur la photo ici, ça fait 70 kilos. Donc à partir du moment où je le retourne, je dois commencer à pédaler avec mes palmes pour essayer de conserver une flottabilité neutre, parce que sinon je coule avec le requin, quoi. Bien, on a une question de TN pour en revenir aux interactions homme-requin. Je sais pas si tu la vois. Ouais, Euh, Comme les comportement humains, déviant, c'est pour certains expliquer requins les semblent attaques avoir notamment. des comportements déviants, ce qui pourrait expliquer des attaques notamment de nageurs à Hurghada ou à Charme. C'est vrai qu'il y en a eu un peu plus ces dernières années. Quel est ton avis sur Oui. cette déviance, ces interactions? Alors j'ai participé à l'élaboration d'une publication scientifique par le docteur Eric Cluas sur justement les requins déviants. Je pourrais la joindre à Kevin plus tard pour qu'il puisse vous la transmettre si vous voulez. Avec plaisir. À moi, sinon, elle est sur mon LinkedIn. Ça doit être le deuxième post que j'ai utilisé sur mon LinkedIn. Et c'est une théorie qui est plus que réelle en fait. C'est l'équivalent des serial killers chez les humains.
Le requin à caractère déviant, ça peut très bien être lié à des malformations génétiques, à une tare, ça peut être lié à quelque chose qu'il a mangé, qu'il n'a pas digéré. Mais cette théorie est plus que valable en fait. Hein. Donc elle est même retenue aujourd'hui par la communauté scientifique. On peut plus généraliser le groupe de requins comme étant des animaux ayant commis un accident. On va vraiment aller pointer sur du spécifique et sur de la personnalité, sur de l'individualité. D'accord. C'est aussi des choses qu'on réfléchit à la réunion des individus spécifiques ou... Caractère atypique. On appelle ça requin à caractère atypique ou requin déviant. D'accord, très intéressant. On s'arrangera pour que, si ça t'intéresse, je me permets aussi de te proposer, tu n'es pas obligé de dire oui, mais tu pourras rester en tant qu'invité sur cet espace-là et on peut mettre en Avec place plaisir, merci. un article dans le forum où tu pourras partager à volonté des publications, des informations. On a même un salon dédié à la biologie où parfois des requins et des hommes posent des choses. Là, un peu moins ces temps-ci, mais si ça t'intéresse, tu seras le bienvenu. Avec plaisir, merci beaucoup. Euh, Bah, ça éviterait les massacres de masse en réaction, c'est tout à fait ça. En fait, l'objectif, c'est de faire de ce qu'on appelle mon directeur de thèse du profilage génétique. En fait, en faisant du profilage génétique, on est sur une zone où il y a pas mal de requins, on les attire artificiellement, on fait du prélèvement de tissus, une photo, un tag, et à l'issue de tout ça, on a une carte d'identité d'un animal. Cette carte d'identité va nous permettre de pouvoir savoir que bah, la femelle Michel numéro 34, elle mesure 3,15 m et elle a ce code génétique. Ce qu'il faut savoir, c'est que les requins sont des poissons qui ont des gencives, c'est-à-dire qu'ils se déposent de la salive. Et comme dans les experts Manhattan, par exemple, et ben, vous prenez, une fois qu'un requin a mordu, un coton-tige, vous allez swaguer un petit peu le coton-tige autour de la morsure, et vous êtes capable de pouvoir retirer l'ADN de l'animal. Ce qui veut dire que si vous avez été capable de pouvoir profiler, admettons, une cinquantaine de requins, vous pouvez faire un prélèvement sur le requin qui a mordu plutôt que d'aller pêcher 50 requins parce qu'il y a eu une réaction post-attaque. donc ça permettrait de savoir, ouais, oui. Quel est le requin qui a mordu? Exactement. Retrouver ce requin-là sous l'eau après, faire un prélèvement stratégique. C'est, je ne connaissais pas, mais je trouve ça très très intéressant. Il y a longtemps, j'avais eu des discussions avec un YouTuber qui faisait un parallèle entre la chasse sur Terre et la chasse préventive de requins. Et j'essayais de lui expliquer que c'était pas les mêmes problématiques, mais, euh, Non, clairement pas. mais c'est un point très très intéressant. Alors, on a une petite question de TN et puis après on va rester sur les requins blancs justement. Salut Arnaud. Et non, j'espère que Moi, j'aurai c'est un pas de grand panne. blanc. Merci d'avoir été parmi nous, Arnaud. Arnaud, qui est un plongeur, lui, du côté du Pacifique, depuis la Californie. À plus tard, Arnaud. Merci d'être là, d'avoir assisté à la présentation. Est-ce que tu Et pourrais justement... la photo faite, c'est à Tunis. Ouais, c'est un grand requin blanc. Là, on va regarder quelques images, hop, du Grand Blanc. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton interaction à la Ocean Ramsay, entre guillemets, avec un grand requin blanc un petit peu de contexte, excuse-moi, je nous remets dedans. Une des raisons pour lesquelles je voulais que tu viennes sur cette émission, c'est parce que tu fais partie des gens qui ont fait des plongées sans cage avec des grands requins blancs, qui est personnellement un rêve. Et j'aimerais en savoir un peu plus, et c'est quelque chose que moi j'aimerais pouvoir faire un jour dans ma vie de plongeur. Et tu as été amené, si je me souviens bien, dans un tournage, à pratiquer ça. Et là, je vais montrer des images. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Alors le contexte il est assez particulier parce que j'ai des copains sud-africains qui ont capitalisé des milliers de plongeurs hors cage avec les grands blancs parce qu'ils y travaillent depuis des années. Et ils partent à Guadeloupe pour faire un reportage sur la BBC et notamment sur ils ont des permis pour sortir des cages et pour permettre de capturer en fait des images en réalité virtuelle avec une caméra très spécifique. Et du coup, moi je monte sur le bateau, ils me préviennent pas, il y a 21 heures de navigation pour arriver sur site, et puis quand on arrive sur site, ils commencent à me dire, écoute Steven, on a besoin de plongeurs de sécu, notamment parce que bah, on va descendre avec les caméras et puis on s'occupe de quelqu'un dans l'eau. Est-ce que tu peux nous aider? Alors moi je leur dis écoutez les gars, ça serait avec grand plaisir, mais j'ai jamais plongé de ma vie avec des grands requins blancs, je sais pas de quoi en quoi je vais vous être d'une grande aide. Alors ils me disent bah tu vois, regarde, ils me donnent un bâton en PVC.
de 2 mètres, et il me dit, si le requin s'approche un petit peu trop près, eh ben, tu le pousses. Bon, ok, parti de ce constat, je me dis, allez, soyons fous, allons-y. Donc, ils descendent la cage à 14 mètres de profondeur, ils ouvrent la porte, et on sort. Donc, des plongées comme ça, j'en fais 5 ou 6, jusqu'à la plongée ultime, où on se retrouve, parce qu'il y a une grosse différence, en fait, entre un requin blanc de 3 mètres et un requin blanc de 5 mètres. Vous ne travaillez pas avec le même animal. Vous avez un requin blanc de 3 mètres, il fait à peine 1 mètre de large, un requin blanc de 5 mètres, il fait 2,50 m de large. C'est un obus, c'est monstrueux. Et un requin blanc de 5 mètres, il fait 1,5 tonne. Un grand requin blanc de 3 mètres, il fait 250 à 300 kilos. C'est pas très très gros finalement, un grand requin blanc de 3 mètres. Et du coup, toutes ces femelles là-bas, elles sont marquées, elles ont toutes des noms, elles sont suivies depuis des années, etc. Et on se retrouve sur ma 6e plongée, il me semble, avec Scarboard, donc cette femelle que vous avez en photo ici, qui fait plus de 5,50 m. Elle grossit autour de sa taille tellement elle est immense. Et la chance qu'on a, c'est qu'elle est hyper curieuse. Et sur cette plongée-là, vu que c'était plus des plongées pour la BBC, il n'y avait plus les caméramans ni quoi que ce soit, je sors sans bâton. Et donc je fais ma plongée. Je sors de la cage, il y a 6 requins blancs à ce moment-là dans l'eau. Hein. Donc il faut avoir les yeux un petit peu partout. Et puis il y a cette femelle Scarboard qui s'approche de plus en plus près. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle sort du bleu, elle remonte en profondeur. On la voit vraiment bien parce qu'elle a son ventre qui est vraiment très blanc. Donc on voit le blanc de son ventre monter à une certaine profondeur, puis s'arrêter à peu près à notre niveau, et puis elle redisparaît. Et puis elle fait ça pendant 20 minutes. Et puis au fur et à mesure qu'elle se rapproche, les cercles concentriques qu'elle fait autour de nous, finalement, sont vraiment de plus en plus serrés. Et je vois que le passage sur lequel je suis, c'est un passage où il n'y a qu'un seul plongeur, donc pour elle c'est beaucoup plus facile de s'approcher. Et en fait, elle commence à dévier ses trajectoires de plus en plus dans ma direction. Bien qu'au bout de la 3e ou 4e fois, elle est à peine 1 mètre de moi. Et, euh, et puis je vois, elle s'arrête de nager. J'observe son œil. En fait, un grand requin blanc, tout le monde pense que c'est un œil qui est noir. Sauf qu'en fait, c'est une bille noire avec à l'intérieur une espèce de cerclage, soit orangé, soit violet très foncé. C'est magnifique à voir et vous voyez très distinctement l'œil qui est vraiment en train de vous regarder. C'est assez hallucinant. Et en fait, elle s'arrête à mon niveau. Je vois l'œil qui est en train de me regarder, le requin qui arrête de nager et qui commence à s'incliner très légèrement sur le côté. Et elle repart. Je me dis, oula, qu'est-ce qui se passe là? Ça fait 35 minutes qu'on est dans l'eau. Qu'est-ce que ce requin essaie de me communiquer? Et puis, sans trop vraiment savoir pourquoi, le 5e passage, elle fait la même chose. Là, elle est à une distance de bras. Je peux la toucher en levant le bras. Et je me dis, allez, vas-y, Steven, elle t'envoie un message. Et je glisse en fait très doucement au-dessus de son dos. Et je vais poser ma main juste à la base de sa nageoire dorsale. Et là, en fait, elle reprend tout doucement sa petite nage. Je vois son œil encore en regardant sur le côté qui est en train de me regarder. Exactement, c'est tout à fait comme sur la photo ici. Et je vois que son œil qui est très distinctement en train de me regarder. Et finalement, je laisse le requin glisser et j'arrive à sa nageoire dorsale. Et là, je me dis, bon, je lâche ou je prends. Et je vois l'occasion se présenter. Je ferme les yeux, je sens toutes les palpitations de mon corps contre mes doigts. Je me dis, attends, si je me sens énervé comme ça contre le requin, évidemment, elle sent tout. Donc, je ferme les yeux. Je tiens, je souffle un grand coup, j'ouvre les yeux, et là je vois cette espèce de truc qui fait plus de 2 mètres de large, les branchies, de branchie à branchie, il y a presque 2 mètres. Et ce truc en train de craquer, la tête du requin blanc toute pointue devant moi. Je me retourne, j'ai presque 3 mètres de requin blanc derrière moi avec la base de la nageoire caudale qui est gigantesque. Et là je me dis, oula, je suis en train de rider un grand requin blanc, Steven, t'es peut-être en train de faire une connerie, lâche. Et en fait, tout ce raisonnement dure en fait une vingtaine de secondes et moi dans ma tête je l'ai vécu comme si c'était passé 20 minutes en fait. 5 minutes, pas 20 minutes. Je lâche la femelle, un peu honteux de l'attitude que j'ai eue parce que je suis contre le contact avec les animaux comme le Ocean Ramsey l'avait fait, etc. Et moi je l'avais pas fait dans un optique de contact pour créer du contenu finalement. Et en fait, ce qui s'est passé juste après ça, c'est que cette femelle est venue demander à tous les plongeurs qui étaient sous l'eau du contact, si bien que certains s'accrochaient à la nageoire dorsale, lâchaient la nageoire dorsale, venaient s'accrocher à la nageoire caudale, et on est 6 plongeurs sous l'eau à avoir pu rider un petit peu cette femelle qui est venue finalement nous donner un cadeau merveilleux de l'accompagner avec elle pendant un petit temps sous l'eau, et c'était extraordinaire. Des plongées comme ça, Formidable. j'en ferai plus parce que c'est juste incroyable, et
J'ai vécu un truc formidable. On a tous partagé ce truc-là sous l'eau. Et là, je peux vous décrire ce qui s'est passé, mais enfin, ça vous fera ressentir 30% de ce qui s'est véritablement passé sous l'eau. On est sorti de l'eau, on était comme des fous. On s'est pris dans les bras, on se pleurait, on était trop heureux de se dire, waouh, c'est incroyable ce qu'on vient de vivre. Et puis on s'est remis dans l'eau 3 heures après avec la même femelle. Bah, devinez quoi, elle avait tout oublié. Donc elle a recommencé ces espèces de remontées verticales, puis peut redescendre, puis refaire des tours au cercle concentrique, etc. Et après, le problème, c'est qu'il y a un grand requin blanc mâle qui est arrivé et qui a foutu un petit peu le bordel dans toute la palanquée et on a été obligé de sortir de l'eau parce que les requins étaient un petit peu nerveux. Mais une plongée de ouf. Incroyable, incroyable. J'ai pas de questions par rapport à ça. C'est juste formidable. Je saurais même pas comment formuler des questions par rapport à ça parce que c'est tellement, ça doit être tellement beau comme interaction, comme moment. Ah, c'est fabuleux. Ouais. C'est surtout de se dire que ce géant aurait pu me bouffer en une seconde, nous a autorisé, parce que c'est pas arrivé qu'à moi, nous a autorisé cette espèce d'épaule contre nageoire, ce contact, cette promiscuité. Et finalement, on est juste là à se demander, mais est-ce que c'est pas lui qui se pose des questions sur nous, en fait? Et qui vient se dire, bah, aujourd'hui, j'ai eu des interactions avec des humains. Enfin, c'est impossible. En fait, il y a les requins d'une manière générale, si on peut les généraliser, et il y a le grand blanc, c'est à part. C'est deux groupes d'animaux complètement différents. Vous avez un cerveau qui fonctionne, vous devenez l'observateur, observé avec un grand requin blanc. Tu peux nous en dire Et c'est plus? surprenant. Pardon? Tu peux nous en dire plus en comment tu ressens cette différence de l'observateur à l'observé? Oh, le poids du regard, et puis l'attitude, le changement de comportement. Il y a vraiment un cerveau qui fonctionne là-haut. C'est un animal vraiment très imposant, très pertinent, très tolérant, mais qui, quand vous êtes dans la cage, parce que vous passez aussi une grande partie de votre plongée dans la cage, vous sortez pas tout le temps non plus. Il y a des sessions pour faire ça avec les plongeurs qui accompagnent, etc. Mais sinon, le reste du temps, vous êtes dans la cage et quand vous les voyez passer, en fait, ils sont attirés à la cage par un morceau de thon. Et la plupart du temps, ils arrêtent ils sont pas du tout intéressés par le morceau de thon, ils viennent glisser en fait le long de la cage, ils viennent frôler leur nageoire pectorale contre les barreaux, et vous voyez les yeux qui sont très clairement en train de vous scruter et en train de se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc à l'intérieur, quoi. Ah, c'est du Donc, délire. Le grand requin blanc, pour toi, le c'est une grand histoire requin blanc, il y d'amour. a et est-ce que tout à l'heure, tu l'avais fait tu nous avais dit par rapport au Longimanus qu'il y avait pas le requin n'a pas conscience d'être un requin. Est-ce que tu penses qu'il y a un niveau de conscience différent sur le requin blanc? Probablement parce que le cerveau est plus développé. D'accord. C'est l'évolution parfaite, le grand requin blanc, hein. Il n'a pas évolué depuis des millions d'années pour une raison réelle, c'est qu'il est parfaitement adapté. Ah, il a pas d'appendicite ou ce genre de conneries. Non. Alors là, il y a une question, est-ce qu'il y avait vraiment des interactions neutres, pas de dominance? Alors il y a eu chez certains grands requins blancs des interactions dominantes, et d'ailleurs on a dû sortir de l'eau, hein. À partir du moment où on se rend compte que les mâles, une fois de plus, ça c'est un truc qu'il faut retenir, les requins mâles sont beaucoup plus nerveux que les femelles. Ils atteignent leur maturité sexuelle beaucoup plus jeune, donc ils ont envie de s'accoupler, et le problème c'est que quand ils sont face à des femelles qui sont pas encore sexuellement matures, eh ben, ils viennent mettre un petit peu la zizanie au niveau des interactions et tout ça, et quand on rencontre plusieurs requins mâles entre eux sur un seul et même territoire, il y a des comportements qui sont de dominance, et du coup ça nous fait sortir de l'eau, donc C'est fou ça. Même chez les requins, on sait pas se tenir. ah ouais, non, c'est clair. Et bah justement, ça a été quoi ces signes de dominance que vous aviez pu voir? Est-ce qu'il y en a des particuliers avec le Wow. grand requin blanc ou... Voilà, il y a ce qu'on appelle du gaping, c'est l'ouverture de mâchoire avec sortie de bouche. Donc là, on voit toute la bouche de sortie et les branchies qui claquent. Comme ça c'est hyper impressionnant. Ok, ouais. C'est suffisamment intuitif, enfin, sans être obligé de connaître parfaitement le langage corporel des requins. C'est suffisamment, enfin, on comprend très Ouais, vite ce que le requin cherche à nous dire par ce type de comportement. quand tu vas 4 rangées dedans, tu te dis on va le laisser tranquille. Exactement. Alors ouais, ça c'est une photo, c'est encore plus intimidant que ça. Impressionnant. T'as des... Bon, ça, je pense pas que tu communiques là-dessus, mais de toute façon, après, c'est justement dans la logique des bonnes interactions
être capable de voir ce type de langage corporel pour respecter l'espace de l'animal et puis sortir, tout simplement. Exactement, ouais, tout à fait. Et Tout quand on voit un simplement. requin faire ça, on se pose pas la question, on rentre dans les cages et en fait, il faut remonter les cages après. On avait eu une question tout à l'heure, alors j'ai pas envie de te prendre par surprise parce qu'on l'avait pas abordé, mais c'était Johan qui vous avait posé la question de l'interaction très connue qu'il y avait eu avec Under the Pole et un requin soyeux, si je me souviens bien, en Ouais. Polynésie. Est-ce que tu pourrais juste lui répondre ou la contextualiser, ou peut-être on en reparlera un peu plus en détail si tu penses que c'est Bah, j'en ai intéressant? discuté, moi, avec Julien Leblond, c'est celui qui a été mordu, on en a pas mal parlé, avec Guylain Bardot aussi. En fait, ils sont à 70 mètres et ils sont en train de filmer le Ouais. comportement d'un requin qui a ce qu'on appelle un comportement agnostique, ou agonistique, vous dites comme vous voulez, agnostique c'est en anglais. En fait, le requin a une nage un peu particulière et Guylain voit le requin et appelle donc Julien, qui est caméraman aussi sous l'eau, pour lui dire tiens, viens, filme le requin. Et en fait, il bloque le requin. Rappelez-vous ce que je disais qui était assez important, c'est véritablement l'espace qu'il faut donner au requin en fait. Et quand on ne laisse pas suffisamment d'espace au requin, il va se retrouver pris dans un environnement où il va être stressé et il va chercher à s'en sortir. Et là, en l'occurrence, dans ce cas de figure, le requin est bloqué par les deux caméramans. Là, on voit la nage diagnostique justement de ce requin-là qui est assez particulière, le requin qui gigote un petit peu dans tous les sens, qui baisse les nageurs pectorales, etc. Ouais, il se plie beaucoup dans sa nage, elle est bizarre sa nage. Et là, c'est parce Exactement. qu'il y a quelqu'un Ouais, devant et derrière. exactement. Donc le requin il est bloqué, le caméraman va arriver donc avec son scooter sous-marin. Le requin va partir, au dernier moment il va décrocher à 90 degrés et il va venir lui mordre la tête. Alors il faut savoir que si un requin veut neutraliser un humain, il va mordre l'élément de propulsion, c'est-à-dire les palmes, donc la nageoire caudale chez les autres animaux. Donc là il a pas voulu lui faire du mal. Hop là, il a juste voulu lui faire un petit rappel en lui disant écoute Coco, là t'es un petit peu trop près et je suis pas enclin à continuer à te voir nager. Donc il était à 70 mètres hein, quand même, il a pété sa boucle de recycler et il avait 3 heures de palier à faire avec un scalp assez conséquent quoi. Ouais, sacrée séquence. Hmm. Est-ce qu'il y a des heures à respecter Alors en fait, toutes les heures de la journée où il y a une luminosité qui baisse, donc début de journée, fin de journée. On peut Des heures dire à une respecter. demi-heure avant et après le coucher du soleil. À éviter, tu veux dire? Ouais, exactement. Il y avait une question qui était posée par TN. Avant et après le coucher du soleil, d'accord. Ouais, une demi-heure avant, une demi-heure après le coucher du soleil. Moi, c'est la première interaction que j'ai eue avec un première interaction, faut le dire vite, le premier requin que j'ai vu de toute ma vie, c'était durant une plongée de nuit. Euh, C'était un petit point de blanche. J'avais été un petit peu surpris. Euh, Bah ouais, c'est clair. Première fois de nuit, tu vois juste un petit cercle comme ça. Ah, poisson clown. Ah là là, le petit le requin. Euh, Est-ce que vous avez des questions sur la thématique qu'on a abordée là? Et puis on va tranquillement se diriger vers les requins, renards et Shark Éducation pour finir cette émission. Mais juste on fait un petit tour peut-être du chat. Est-ce que vous avez quelques questions, les amis? Je vais regarder en même temps. D'ailleurs, il y a eu pas mal de questions posées par Jacques et Gaël. Alors, je les ai notées, mais j'ai l'impression qu'on y a répondu au fur et à mesure. Jacques, si tu es toujours là, on va aborder certaines questions justement relatives aux croisières. Euh, N'hésitez pas à les relancer parce que je les ai sur l'écran d'à côté, mais j'essaie de pas trop lire pour que la discussion soit aussi agréable pour Steven. Ouais, les requins blancs de Méditerranée sont en danger critique d'extinction. Il y en a quasiment plus. C'est vrai qu'à une époque, je crois que c'était là où il y avait la plus grande densité finalement, parce que c'était dans une petite zone. Dans une mer fermée, ouais. Et c'est une population Non, non, propre à la il y en a quasiment Méditerranée. plus des grands blancs de Méditerranée. Non, non, on peut en voir au large de la Tunisie, d'Algérie, dans le détroit de Messine aussi également en Italie, mais sinon, on n'a plus beaucoup. Hein. C'est la pêche ou la baisse des stocks de poissons qui cause leur disparition? Alors il y a la destruction des habitats, la baisse du stock de poissons. Le grand blanc de Méditerranée avant se nourrissait de phoques moines et la raréfaction de leur proie naturelle les incitait à chasser d'autres types de poissons mais qui sont pas suffisants. Donc destruction des habitats, raréfaction des espèces proies, pêche ciblée, pêche accidentelle. Tout ça est un cumul qui explique la raison pour laquelle les requins blancs de Méditerranée ont disparu. Ça peut d'ailleurs nous permettre de parler un petit peu des destinations, qui va être le dernier chapitre de cette émission. Mais avant ça,
Aujourd'hui, pour voir des grands requins blancs, ça c'était un petit peu ma déception. Je pensais qu'on pouvait encore en voir en Afrique du Sud, mais il y a de moins en moins d'endroits où on peut les croiser finalement. Ouais, alors il y a l'Australie, mais ça devient rare quand même. La Nouvelle-Zélande, ils ont des très grands requins blancs. Il y a le New Jersey aussi, où on peut en voir à Cape Cod. La visibilité est très mauvaise, mais on peut en voir aussi à cet endroit-là. Et les hotspots avant, c'était Guadeloupe, Australie et Afrique du Sud. Mais en Afrique du Sud, c'est devenu compliqué d'en voir des grands requins blancs maintenant. Sur D'accord. Gants Bay et sur Falls Bay, où ils en avaient avant beaucoup, ça fait depuis 2018 qu'ils en voient plus. Alors, pour Donc, juste donc il y a encore Mossels Bay pour les voir en Afrique du Sud. les white, ah les white, attends, où ça? À Mossels Bay, Muscle. M-O-2-S-E-L, Mossels Bay en Afrique du Sud. D'accord. Là, on va retourner sur ton site internet. Hop. Donc sur Shark Education, toi, à travers Shark Education, tu fais pas que de l'éducation, tu proposes aussi enfin, surtout des voyages thématiques avec l'objectif de rencontrer une espèce et de former. Donc il y en a eu beaucoup. Tu en fais plus sur le grand requin blanc, mais on s'était dit ce soir qu'on aborderait un de ces voyages pour parler une de ces espèces. Et après, bah, si le chat est chaud, je pense qu'on pourra faire d'autres émissions de ce genre-là. Attends, je vois juste une question. Carrément, avec plaisir. L'espèce mondiale du grand requin blanc est dans un état critique. Alors je pense que oui, mais Steven va Oui, nous en. oui, oui, oui. Oui, oui, on est à plus de 90% du stock éteint. Hmm. Il y a des. C'est dramatique. En fait, le problème du grand requin blanc, c'est que est-ce que c'est un requin qui est territorial ou moi je crois du peu que j'en sais que c'est un requin qui bouge beaucoup, donc c'est même difficile de le protéger en tant que tel. Alors, c'est un requin qui est territorial autour de zones alimentaires, hors période de migration pour mise bas ou accouplement. Ok. Donc il peut traverser des océans. On connaît un petit peu les zones d'accouplement et de reproduction. Non, 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 ils ont suivi une femelle grand requin blanc qui s'appelait Nicole, qui a traversé de l'Afrique occidentale et qui a été jusqu'en Australie occidentale aussi pour s'accoupler. Elle a effectué cette migration de plusieurs milliers de kilomètres en l'espace de un mois. Et elle est revenue 3 mois plus tard en Afrique du Sud. Donc les zones de reproduction et de mise basse sont encore méconnues. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'arrive pas à protéger l'espèce. J'avais suivi des études comme ça quand j'étais sur l'île de Saba aux Caraïbes, où ils marquaient des requins tigres pour essayer de savoir où est-ce qu'ils se reproduisaient, justement. Ça avait permis Ouais, de faire des petites zones protégées, mais avec le requin blanc, on n'en a pas. non. Est-ce qu'il y a des espèces, par exemple, des requins blancs de l'océan Indien, des requins blancs du Pacifique, on a des requins blancs de la Méditerranée, et ils se mélangent ou pas du tout? Alors théoriquement, pour favoriser le brassage génétique, oui. Mais ils se sont rendus compte qu'il y avait plus de familiarité entre la génétique des grands blancs d'Australie et de Méditerranée que ce qu'il y avait entre l'Australie et l'Afrique du Sud. Donc, allez savoir pourquoi, on n'a pas la réponse, mais en décrivant les génomes, ils se sont rendus compte de ça, quoi. C'est magique. Ok, ok. Une autre question sans réponse, je pense là. Exactement. Alors, on s'était dit qu'on allait parler justement d'un des voyages que tu organises, donc tu organises plein de voyages tous les ans. Est-ce que tu pourrais nous parler justement de celui des Philippines? Et oui, on organise un workshop de sciences participatives avec les requins renards. Donc, c'est un voyage de 15 jours en itinérant. En fait, on part sur une bancale locale et on va retracer en fait le chemin de Magellan en passant 5 jours avec les requins renards de Malapascua. Et Alors, ensuite, en descendant dans la baie de Sogotte pour aller voir les requins baleines et faire un petit peu de plongée macro autour, quoi. Donc, c'est à la fois mégafaune et macrofaune dans la mer des Visayas, dans une eau à 30 degrés, pour aller voir un des requins les plus énigmatiques qui existent, le fameux requin renard. Ça, c'est des petites fam- macros qu'on peut voir aussi. On peut faire à la fois du gros comme du petit et aller nager avec cette espèce de requin absolument incroyable. c'est un de mes préférés. T'as une vidéo dessus. Ouais, voilà, Il c'est est celui-là, fabuleux. Malapascua. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu justement de sa technique de pêche qui est complètement délirante? Alors, ce requin-là, c'est le seul requin à utiliser une autre partie de son corps que sa bouche pour chasser. Alors, ce qui est assez surprenant, parce que les requins n'utilisent pas d'outils, ils n'ont pas cette notion, cette conscience d'utiliser une autre partie de leur corps que leur bouche pour manger.
Et lui, le requin-renard, il a, avec le temps et l'évolution, déclenché cette technique où il utilise sa nageoire caudale pour fouetter les bancs de poissons. L'impact, en fait, de la force du, du coup de nageoire caudale est tellement puissant que ça assomme ses proies. Et ensuite, avec sa toute petite bouche, il vient venir manger les petites proies qui sont complètement assommées après avoir pris un coup de nageoire caudale. C'est assez incroyable. Ah, c'est fantastique. En termes d'évolution, ça pose pas de problème d'avoir une nageoire aussi grosse. Enfin, s'il a survécu, c'est que c'est un avantage quelque part, Il faut mais savoir que ça fonctionne, hein. Ouais. C'est un halopidé en plus, donc c'est une espèce de requin qui a terminé son évolution depuis quelques millions d'années d'ailleurs. Donc il y a une proximité à Malapascua avec les requins renards qui est juste absolument incroyable. Parfois ils viennent nous toucher la caméra avec leur nageoire pectorale, c'est vraiment magnifique quoi. petite anecdote pour le chat. Comment est-ce qu'on sait si un requin est dans sa période d'évolution plutôt récent ou plutôt vieux? Dans le sens, une espèce Alors ça, très faut très très regarder la vieille. taxinomie chez les requins. Donc là, au niveau de la taxinomie, il y a différentes branches en fait qui se délimitent plus tôt ou plus tard. Et celles qui commencent plus tôt sont des requins qui ont arrêté d'évoluer depuis plus longtemps que les autres en fait. La dernière branche des requins à avoir évolué, ce sont les carcariniformes, parmi lesquels on retrouve les requins marteaux, qui sont les dernières évolutions connues des requins. Alors, en fait, ma question était mal posée parce que vu que je suis un peu nul, Compliqué. ma... je voulais juste savoir, c'est le nombre de branchies, mais peut-être qu'en fait c'est une bêtise. Non, 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 il y a des requins qui ont des branchies, il y a des requins qui ont... Oui, alors, effectivement, tu as peut-être raison. Donc, il y a des requins à 7 fentes branchiales, 6 fentes branchiales et 5 fentes branchiales. Les vieux requins, les vieilles espèces de requins ont plus de branchies que les récents. J'avais cru comprendre que au fur et à mesure ils s'optimisaient, donc ils avaient besoin de moi. Mais c'était ce que j'avais vu dans un Alors, documentaire. c'est aussi parfois parce que l'habitat est moins chargé en oxygène, donc ils ont besoin de plus capter d'oxygène aussi, ou parfois parce qu'ils vivent tellement profond, il y a tellement peu d'oxygène en profondeur qu'ils ont besoin de plus de branchies pour ventiler. Mais sur les 544 espèces de requins recensées actuellement, il y a une dizaine d'espèces de requins qui ont plus de 5 fentes branchiales et toutes les autres en ont 5. Ok. Et donc de tous les voyages que tu proposes et même des discussions qu'on a eues, pourquoi spécifiquement celle des Philippines? Tu voulais qu'on parle des Philippines parmi d'autres? Bah, parce que c'est un voyage qui est accessible à tous. Il n'y a pas besoin d'avoir un gros niveau de plongée pour pouvoir y accéder. Un niveau 1 peut se faire largement plaisir, même avec 30 ou 40 plongées dans le carnet, parce que c'est de la plongée moyenne à 15 mètres dans de l'eau à 30 degrés pour aller voir, pour aller dans le dernier endroit au monde où on peut observer ces espèces-là, le spot de plongée là où on va sur Kimuchol. On peut voir jusqu'à 7 ou 8 requins renards en même temps. Et c'est faire la promotion d'un pays qui a décidé de protéger les animaux. Les requins renards sont protégés aux Philippines et de faire de l'écotourisme dans cette région-là, ça a du sens. Parce qu'en plus de vous faire plaisir, et ben, avec l'apport économique de votre venue en tant que plongeur, eh bien, ça protège les requins parce que le gouvernement comprend qu'il y a une économie parallèle qui se fait autour de la plongée avec ces animaux-là. Quand vous allez à Malapascua, regardez un peu la proximité incroyable. Quand vous allez à Malapascua, vous avez véritablement tout qui tourne autour du requin renard. Dans les écoles, on apprend aux enfants pas de requin, pas d'argent. Parce qu'ils ont compris que cette économie parallèle, elle faisait vivre finalement les papas, les mamans, les écoles, les clubs de plongée, les hôtels, les restaurateurs, enfin tout. C'est absolument incroyable. C'est du win-win, exactement. Et c'est vraiment un endroit où vous prenez véritablement conscience de la pierre ajoutée à l'édifice que vous avez en vous faisant plaisir en tant que plongeur, mais en participant aussi à cette protection locale. Moi, je prends souvent, mais alors je continuerai avec le requin renard. Moi, je prenais souvent l'exemple plus de Cebu, même s'il y a toujours des abus avec les interactions avec les requins-baleines, il y a quand même eu, grâce au tourisme, une transformation où on est passé de tuer les requins-baleines parce qu'ils étaient problématiques pour les filets de pêcheurs et on pouvait vendre les ailerons à ne plus les tuer pour pouvoir les exploiter de façon touristique. Et l'étape d'après, ça va être de les exploiter entre guillemets de façon touristique, mais de façon plus responsable et respectueuse, quoi. Ouais, bien sûr. Et c'est la force que nous on a en tant que touristes ou de consommateurs entre guillemets. Mhm.
Hein, c'est quelque chose tout à fait. qui me touche beaucoup. J'en parlais souvent pour l'Indonésie où, hop là, là, vous pouvez voir que j'aime beaucoup regarder des vidéos sur quel est le meilleur char de la Seconde Guerre mondiale. Euh, Désolé, c'est ma chaîne YouTube qui tourne en arrière-plan. Mais et c'est toujours très important de connaître le meilleur char. Donc, est-ce que tu voudrais rajouter des choses sur cette croisière-là? Attends, il te reste encore des places pour cette année? Ouais, À tout hasard? il me reste 8 là pour cette croisière, ouais, tout à fait. Alors, c'est une croisière de 14 jours, aérien compris, tout compris en fait, tous les hôtels sont compris, tous les repas sont compris, toutes les plongées sont comprises, il y a entre 28 et 30 plongées. Et le voyage au total est à 3 600 euros, tout compris avec l'aérien, etc. Donc, pour aller à l'autre bout de la planète, aujourd'hui, quand on sait que pour 3 000 euros, on peut aller en Égypte avec un billet d'avion, c'est vrai que c'est une destination qui est pas chère et donc qui est attrayante aussi à ce niveau-là. Donc voilà. Ouais, tout à fait. Non, non, c'est... Ah, pour 2026 peut-être. J'avais une question de Jax qui demandait quel type de croisière tu recommandais, croisière requin pour des débutants. Euh, les Les dates, Philippines, c'est Jack? très bien pour les Les débutants. Philippines, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Alors les Maldives, c'est un peu engagé parce qu'il y a du courant, donc Égypte, idem. Non, vraiment les Philippines, je ne dis pas ça parce qu'on en parle maintenant, mais c'est vraiment la destination idéale parce que c'est pas profond, Ça fait c'est partie des facile, l'eau endroits est moi, chaude. où j'ai très envie d'aller, les Philippines. J'ai fait l'Indonésie, mais pas les Philippines, et ça me fait rêver. Mm. Alors les Açores, c'est pas engagé parce que c'est des plongées à 7 mètres de profondeur, mais par contre l'eau est entre 21 et 22 degrés, donc c'est moins tropical. Après c'est tout aussi beau, hein, mais c'est moins de la plongée où on se déplace, on se balade, etc. Sachant qu'aux Açores, on met des boots sous le bateau, les requins on les fait venir à nous et ensuite on se tient aux boots et puis on attend que les animaux viennent nous tourner autour de nous. Donc c'est un petit peu plus difficile. Pour des Bretons, Enfin, un c'est petit peu plus tropical. difficile. Non, c'est pas difficile, c'est juste différent. C'est une autre manière de plonger. Pour les Bretons, c'est tropical. De toute En effet. façon, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, Jax, tu reviens vers moi, je suis en relation avec Steven. D'ailleurs, j'ai même envie de te proposer de repasser à l'occasion. Mhm. Hop là. Avec Est-ce qu'il y plaisir. a quelque chose que tu voudrais rajouter sur ce requin-là ou sur... tu l'as Non, tu l'as mis en place quand, ce voyage? Ça fait combien de fois que tu y vas? ce voyage, on en a fait 4 déjà. 4, non, je dis des bêtises, on en a fait 8 depuis qu'on le propose, avec toujours des gens assez motivés. Non, c'est un voyage incroyable. C'est dépaysement total. L'Asie du Sud-Est est fabuleux. On est dans le triangle de corail en plus, donc il y a des coraux dans tous les sens. On peut aussi observer le plus grand poisson du monde, hein, le requin-baleine. C'est sympa à voir aussi pendant cette croisière. Quelque chose d'assez sympa à faire. Bah, du coup, on peut répondre à Johan. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise situation? Expert en requin. Moi, j'ai plutôt envie de dire que c'est une bonne situation, hein, et que c'est avant tout des rencontres. C'est avant tout des rencontres, on est bien d'accord. Et il faut faire le don de soi. Euh, Par rapport aux questions qui m'avaient été envoyées, les amis, j'ai pas fait une lecture directe de toutes les questions, mais je pense que euh, on a abordé un petit peu les différentes thématiques. N'hésitez pas, Gaël, Jax, à me reprendre. Alors attends, Médico qui n'est pas avec nous, vous avez posé deux questions, je veux juste les vérifier. Euh, Bon, alors que faire ou ne pas faire, bah, ça on l'a plutôt vu dans l'interaction. Que faire, bah, c'est déjà lire le comportement du requin et en fonction de ce qu'on a vu ensemble, de ce que tu nous as dit, bah, soit on reste, soit on sort, quoi. Est-ce... Oui, c'est ça. Il faut sortir de l'eau si on se rend compte que ça déborde un petit peu, quoi. Et quelle attitude avoir, quelles précautions prendre pour approcher un requin? Ne pas aller dessus. Il faut laisser l'initiative à l'animal de s'approcher de l'eau. Il faut pas aller chasser les animaux. Alors, je me permets de m'auto-congratuler. Il y a quelques années, une des premières vidéos sur ma chaîne, c'était sur le requin citron. Et j'étais assez fier de moi parce que moi, je n'avais pas du tout tes connaissances, mais je m'étais rendu compte qu'il faisait des 8 sous l'eau. Et je m'étais dit, bah, Mhm. si je me mets au milieu, à l'endroit où le 8 il se croise, juste à côté, logiquement, ils vont passer leur temps à passer à côté de moi et je pourrais filmer sans leur courir après. Et c'est ce qui me permettait de faire des images sympas, c'est que je n'allais jamais
suivre le requin. Je regardais un petit peu, comme dans un jeu vidéo, son pattern et je me plaçais à l'endroit où il croisait en quelque sorte son pattern pour qu'il passe devant moi. Est-ce que c'est quelque chose que tu confirmes? D'accord. Ah ouais, ouais, c'est ça, exactement, c'est ce qu'il faut faire. Donc faut pas, de toute façon, les suivre à la palme, ni toi ni moi, on peut gagner. Mhm. Non, tout à fait, c'est clair. Bon, bah, je pense que on va pouvoir arrêter cette émission qui a été un peu plus longue que prévu. Je te remercie d'avoir été parmi nous pendant 2 heures. Est-ce que tu as passé une bonne soirée, Steven? Ouais, c'était super agréable. Merci beaucoup. Je devrais passer des petites soirées plongées avec des passionnés plus souvent. Merci de l'invitation en tout cas. Bon, bah, merci à toi d'être venu. On peut regarder le chat. Sekiro, est-ce que tu voudrais bien partager, bon, on n'est qu'une vingtaine, mais ça sera toujours 20 de plus, les réseaux sociaux, donc l'Instagram de Shark Education, l'Instagram de Steven. Je me rappelle plus de l'Instagram de ta compagne qui est aussi cadreuse. Shark Girl Margot, Shark, je vais l'écrire. je l'oublie à chaque fois, excuse-moi. Juste avant que Steven nous lâche, si vous avez une dernière question, c'est maintenant. Et puis sinon, il y a une thématique qu'on n'a pas du tout abordée, c'est l'aspect, le rapport entre les scientifiques de terrain et les scientifiques de laboratoire. Peut-être que ça pourrait être l'occasion de développer ce sujet-là pour une prochaine émission, euh, si ça t'intéresse. Ouais, carrément, avec grand plaisir. Ok. Bah, tout le monde, on dit merci à Steven. Steven, si tu veux, je te laisse le mot de la Merci à fin pour tous. conclure les interactions avec les requins et puis je couperai tranquillement. Non, bah, merci à tous. Ça m'a vraiment fait plaisir de partager ce petit moment avec vous. Vous êtes hyper réactifs, vous posez tous des super bonnes questions. Ça m'a beaucoup touché. Merci Kevin de l'invitation. Ça m'a vraiment touché de tes pensées à moi ce soir. Et puis, n'hésitez surtout pas, si vous voulez vous faire plaisir, à un C4 et venir plonger avec les requins. Avec Kevin, on montera un petit truc ensemble. Il ne le sait pas encore, mais je viens de le dire à voix haute. Là, on essaiera de se faire une croisière requin Argo pour les passionnés que vous êtes. Et faire un petit truc sympa tous ensemble. Moi, je suis en train d'essayer de négocier avec Insta360 aussi pour qu'ils me suivent là-dessus. Donc, je vous tiendrai informé la commu. Mais ce serait formidable. Bah, je te remercie et Merci à toi. on va se quitter là. On va se quitter là. Ok. Hop, je vais passer en. On va se dire au revoir. Tu peux encore qu'on continue à discuter, mais moi là, j'arrête Ouais, l'enregistrement. ouais.